Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, donc je suis Pascal Lebien, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers en sciences du sport et je fais partie de l'équipe management du sport. J'ai eu dans une précédente vie, avant de devenir enseignant, avant de mal tourner, j'ai été directeur d'un parc aquatique et d'un parc de loisirs. Et je vais vous parler aujourd'hui de la mission de surveillance. J'ai intitulé la présentation « Une mission complexe et un management perfectible ». Et vous allez voir assez rapidement de quoi je veux parler. Alors, je vais parler un tout petit peu de mon expérience personnelle et vous expliquer pourquoi je me suis intéressé au sujet. Quand j'ai été directeur d'un parc de loisirs, j'ai vécu à titre personnel, en tant que directeur et aussi en tant que maître nageur, 4 noyades, dont 3 décès. Je suis passé 3 fois devant un juge d'instruction. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au procès, mais je vous promets que si je peux vous éviter ça avec quelques conseils, ça peut être utile. Je ne vais pas dire que ça m'a traumatisé, mais ça a été quand même une expérience assez forte. Lorsque vous recevez 3 pages d'un avocat qui dit que vous êtes le pire des mécréants, effectivement, c'est assez difficile à vivre. Et il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être vécu ça. Vous en souviendrez sûrement toute votre vie. J'ai vécu aussi donc 2 accidents en piscine, mais cette fois-ci, accidents récupérés sans séquelles. Alors, on a bien effectivement dans notre milieu, moi je vais parler de piscine publique en tant que système, c'est-à-dire un système qui va produire du déchet. C'est-à-dire que c'est un peu brutal, hein, mais nous produisons du déchet, votre maison produit du déchet, la faculté produit du déchet, eh ben, la piscine publique produit du déchet. Et dans ces déchets, effectivement, il va être intéressant de se poser la question de savoir quelle est l'acceptabilité. On va parler de, je ne vais pas vous faire un cours sur le risque, hein, mais quelle est la part d'acceptabilité? Vous avez peut-être tous entendu parler de cet accident qui s'est produit hier d'une petite fille qui est décédée à côté de Lyon, âgée de 6 ans, en natation scolaire. Finalement, quelle est l'acceptabilité de ces, alors je vais dire une vingtaine d'accidents mortels par an? Vous avez des chiffres de l'INVS qui disent à peu près entre 6 et 8 morts par an en fonction des études. Alors, on a remis en cause ces chiffres, on a publié là-dessus, si ça vous intéresse. Je reste à votre disposition pour vous communiquer les documents, mais les chiffres du LNS, notamment parce qu'ils sont produits sur une période de 4 mois, ces chiffres, bien sûr, sont faux. Quand je dis faux, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de biais dans leur travail, avec tout le respect que j'ai pour le docteur Tello, qui fait un travail remarquable, mais il y a des biais, simplement, hein, de remontées statistiques, des filtres, qui font que les chiffres ne sont pas justes. Et effectivement, il est toujours intéressant de s'intéresser à l'accidentalité, au nombre d'accidents, pour essayer de se représenter le mieux possible le risque, et notamment, en l'occurrence, le risque de noyade. Alors pourquoi je vais vous parler de surveillance? Dans la sécurité des piscines publiques, bien évidemment, que le thème de la surveillance n'est pas exclusif. C'est-à-dire que si je parle d'incendie, bah oui, il y a effectivement, je connais 2 piscines qui ont brûlé. On a eu un départ de feu, il y a des collègues poitevines, il y a eu un départ de feu il y a quelques semaines à Poitiers qui a été rapidement maîtrisé. Il y a des attaques. Il y a des menaces sur la caissière, sur la gestion de la caisse. Il y a bien sûr des vols toujours possibles. Donc le risque, évidemment, il n'est pas lié seulement à la noyade, mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la noyade qui produit souvent l'accident le plus redouté et qui mène au décès. On doit pouvoir chercher et trouver quelques exemples d'accidents mortels qui ne sont pas liés à la noyade, mais c'est quand même la noyade qui est l'accident le plus redouté par les maîtres nageurs, par les personnels. Et je dis les maîtres nageurs parce qu'ils sont en première ligne, mais vous verrez que les chefs de bassin, les directeurs et les élus sont aussi très sensibilisés et très craignent ces éléments. Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai soutenu ma thèse effectivement très tardivement, hein, puisque j'ai passé une thèse à 40 ans. J'ai travaillé sur 100 cas d'accidents, dont 81 noyades mortelles. Sur ces 81 noyades mortelles, dans 66% des cas, les juges, j'ai travaillé essentiellement sur des sources judiciaires. Et ces sources judiciaires ont montré que dans 2 tiers des cas, il y avait des défauts de surveillance rencontrés. Voilà. Alors, attention, hein, quand je dis défauts de surveillance, c'est tout type de public confondu. C'est-à-dire que c'est à la fois des parents, c'est à la fois des éducateurs, et c'est bien sûr la plupart du temps des maîtres nageurs, des personnels de surveillance, je vais dire au sens large, parce que le maître nageur est quasiment tout le temps là, le surveillant, excusez-moi, est quasiment tout le temps là, en bout de chaîne, pour empêcher que l'accident ne se produise.
Dans le cadre des travaux de recherche, on mène souvent des études qualitatives, donc on fait des entretiens qualitatifs approfondis, des entretiens qui durent entre 45 minutes et 1h30. Et moi, j'en ai mené donc à Albi, à Brest, à Perpignan, à Nantes d'ailleurs, pour ma thèse, à Châtellerault, etc. Et on s'aperçoit quand on fait parler les acteurs, c'est-à-dire quand on essaie de comprendre le sens profond du discours, ce qu'il y a dans les discours des professionnels, on s'aperçoit qu'ils parlent plutôt très bien de leur mission. Et ils sont plutôt très objectifs et ils dénoncent très bien les limites de la mission de surveillance. On a également des vidéos, c'est-à-dire lorsqu'on regarde des vidéos, je vous en montrerai une tout à l'heure, pardon pour ceux qui l'ont déjà vu, je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais je vais vous la remontrer, et d'ailleurs en la regardant, on apprend encore des choses à chaque fois. Les vidéos de Poséidon sont aussi très intéressantes, et elles nous montrent que, par exemple, quand les acteurs de terrain disent qu'en période de faible fréquentation, leur vigilance est relâchée lorsqu'ils se sentent effectivement un peu plus à l'abri du danger parce qu'il n'y a que 10 personnes dans l'établissement. Eh bien, certaines vidéos, et je vous dis, regardez les vidéos de Poséidon pour ça. Je dis Poséidon parce que ce sont les seules dont on dispose. Elles sont riches d'enseignements. Et on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Alors, avec Poséidon, ce sont des accidents récupérés, mais beaucoup d'accidents se produisent alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de monde. Donc, il y a eu des études de fait, notamment, je parle des écrits en langue anglaise, il y a des études de fait à l'étranger, et il y a des formes d'autocontrôle, d'autosurveillance, d'autodétection qui se produisent en période de forte fréquentation. Mais ce qui est curieux, c'est que dans les représentations des acteurs, les surveillants disent quand il y a 300 personnes dans le bassin, on est au taquet. On est à fond, on est à 100%. Et effectivement, quand on a 10 personnes dans le bassin, eh bien, oui, on se permet un certain nombre de choses. Je vais vous donner des chiffres là-dessus après. On fait des tests in situ. Des résultats, je vais vous donner des résultats de recherche qui datent de 2015, qui sont parus d'ailleurs dans la revue Acteurs du sport il y a quelques semaines, que vous avez peut-être vu. Et puis, voilà, c'est les protocoles d'observation dont je vais vous parler dans un instant. Alors, la première chose qui cadre la sécurité, c'est d'abord la règle. C'est-à-dire que la règle, elle est faite, elle est produite par le législateur, elle est produite parfois par le contexte local. Le contexte local, c'est nous, d'accord, c'est l'établissement, c'est le POS, d'accord, qui est transmis à la DDCS, c'est le règlement intérieur, et ce sont ces textes, donc le code du sport bien sûr en premier, puis les textes locaux, je les appelle comme ça si vous permettez, qui vont nous donner un peu des bases pour appliquer notre sécurité. La première notion que je trouve fondamentale, je vais en citer deux. Évidemment que la règle est beaucoup plus riche que ça, on est d'accord. C'est la notion de surveillance constante de la baignade. Plusieurs choses par rapport à ça. Si je devais dire aujourd'hui, est-ce que la surveillance est constante dans la baignade, je peux vous garantir que non, mais je vais vous donner des chiffres très précis et je pense que vous savez très bien que dans vos contextes d'action, la surveillance n'est pas constante. Mais ça, je veux bien qu'on en discute dans un instant. Et puis, il y a dans cette première notion de surveillance constante, d'ailleurs, notion qui est souvent beaucoup plus précise. Je pense à la Belgique, par exemple. Je ne suis pas très bon en anglais, donc j'ai tendance à travailler avec surtout des pays étrangers francophones. Et puis le Québec. Le Canada francophone, la partie québécoise. Et nos collègues de la Société de sauvetage du Canada, ils ont des textes, le règlement sur les bains publics du Québec. Alors ceux qui étaient au colloque cette année à Poitiers en mars 2016 l'ont entendu de la bouche même de notre collègue québécois. Les textes sont beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'on qualifie cette notion de surveillance. Aujourd'hui, elle est plutôt floue. Et très honnêtement, je ne dis pas que ça ne peut pas se produire. Et de temps en temps, dans nos piscines, la surveillance est constante, mais je dis bien que de temps en temps seulement. Une deuxième notion qui est intéressante, l'État, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État dans la salle, mais l'État a plutôt bien joué puisqu'il a reporté la totalité de sa responsabilité sur l'exploitant. C'est-à-dire que c'est à nous de mettre en place, c'est à nous, en tant que chef d'établissement, en tant qu'élu, je suis aussi élu dans une communauté de communes, dans une commune et une communauté de communes, c'est à nous, en tant qu'élus, de mettre en place des moyens adaptés. Donc vous imaginez bien, et je ne suis pas le seul à le dire, le juge Bellache que vous connaissez pour un certain nombre, le juge Bellache le dit très bien, c'est à l'exploitant de mettre en place des moyens adaptés, donc en fonction de la taille des bassins, en fonction de pourquoi pas l'éclairage de la journée, pourquoi bien sûr la fréquentation du moment. Et ça, c'est quelque chose qui va relever bien sûr d'une grande complexité et d'une grande interprétation. Madame, vous allez avoir dans une même situation une façon de voir les choses, et votre collègue, madame, vous aurez une autre façon de voir les choses. Parce que vous êtes deux directrices et que ce n'est pas illogique de se dire que finalement, vous allez mettre le curseur à un certain niveau et vous, madame, à un autre niveau.
Voilà. C'est quoi la vérité? Finalement, là encore, j'allais dire, il y a le meilleur et le pire. Le pire, je ne vais surtout pas citer d'exemple, mais pour aller voir beaucoup de piscines, alors je vais citer un modèle vertueux, par exemple la piscine d'Angoulême, qui est un modèle vertueux. Je vais éviter de citer des modèles vicieux, j'en ai beaucoup en tête, mais voilà, on a le meilleur et le pire. Hein. Je voudrais revenir sur un petit texte qui est assez intéressant et qu'on n'a pas forcément en tête, parce que ce n'est pas un texte du Code du sport. Donc ça apparaît très peu dans les textes qu'on enseigne, par exemple, dans la réglementation qu'on enseigne aux jeunes BDCSA ou aux jeunes BP activité aquatique. C'est le texte de la DGCCRF, hein, Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui dit que les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation, évidemment, il faudra qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est normal, mais vous allez voir plus loin, c'est plus intéressant encore, ou dans des conditions normalement prévisibles par le professionnel. Dans des conditions normalement prévisibles par le professionnel, ne pas présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Est-il normalement prévisible qu'une personne puisse faire un malaise à la surface de l'eau quand c'est une jeune fille de 18 ans anorexique ou qui n'a pas mangé le matin avant de faire son sport? Est-il raisonnablement prévisible qu'une personne de 70 ans puisse faire un malaise dans l'eau? Je vous pose la question, répondez. Enfin, pas juste répondre, mais répondez intérieurement à cette question. Je pense que oui. Je pense que c'est raisonnable prévisible. Ça veut dire que c'est à l'exploitant, là encore, de mettre en place les conditions pour éviter que ça ne se produise ou que ça ait des conséquences trop dommageables. C'est l'opposition que je fais entre prévention et protection. Éviter que l'accident se produise, éviter qu'il ait des conséquences trop dommageables. D'ailleurs, si je fais une petite parenthèse sur ce point, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on forme comme personnel? On forme très souvent des super sauveteurs et des super secouristes. Est-ce qu'on forme des personnels qui sont censés prévenir l'accident de noyade? Je provoque un peu, hein, je ne dis pas que ça se fait nulle part, mais est-ce qu'on forme ces personnels? Très peu, voire pas du tout. Je prends un exemple, vous êtes sûrement très nombreux à être passés par le BNSSA, d'accord? Vous connaissez ces petits ouvrages de formation qui sont plutôt assez sympas, hein, plutôt très, très visuels, très graphiques. Vous regardez quelle est la part consacrée à la surveillance. Il y a un numéro là qui vient de sortir, qui a été sorti par la Fédération française de sauvetage et secourisme, dans lequel j'ai écrit 4 pages. Mais c'est rien, c'est rien. D'accord? Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait rien. Voilà. Donc qu'est-ce qui est normal ou prévisible dans nos piscines publiques? Qu'en est-il dans la réalité? Des attitudes étonnantes. Donc quand on regarde les images, on se perçoit que c'est assez étonnant. Des pratiques très différentes. Des représentations alarmantes. Alors les représentations sur la surveillance, quand vous... Si j'avais la chance de faire des interviews, mais en face à face et tranquillement, vous m'apprendriez, ou en tout cas, vous livreriez de manière très complète sur ce qu'est la surveillance pour vous. Parce que je crois qu'il y a un monsieur tout à l'heure qui disait que la surveillance était bien sûr plus une mission essentielle, mais elle reste quand même présente dans nos piscines. Et c'est à la louche entre 40 et 50% de la mission, hein, même pour les BPGEPS, les BESAN, etc. Donc c'est une mission qui est assez importante. Voire plus dans certains cas, ou à certaines périodes de l'année, comme les vacances scolaires. On est bien d'accord. Je vous rappelle cette petite phrase, je pense que vous connaissez tous le juge Belhache et j'espère que vous avez son livre parce que c'est une mine d'or. Le juge Belhache, donc Le droit des baignades, hein, aux éditions Berger-Levrault. Je n'ai pas de pourcentage sur les ventes de bouquins, je vous promets. Mais le juge Belhache est quelqu'un de très intéressant. Il est en train de rédiger la 7e édition, donc une édition 2017. Il espère la sortir pour le printemps. J'espère que ça va voir le jour. Et il disait ça dans son livre de 2010, dans l'édition 2010. Aussi banal que cela puisse paraître pour le néophyte, l'exécution d'une surveillance est d'une rare complexité que d'aucuns n'ont pas perçu ni placé à sa juste place, s'imaginant sans doute que surveillance et gardiennage pouvaient être de même essence. Ce n'est pas vrai. Pour si noble que puisse être le gardiennage des biens matériels, l'assurance des personnes qui s'ébattent dans l'eau, environnement par nature dangereux, tiens, c'est intéressant, hein. Nombreuses sont les sources qui disent que la baignade est une activité dangereuse, est difficile et à haut risque. Alors, avec Elie Vignac, qui est je dirige en ce moment une thèse, je co-dirige une thèse de quelqu'un qui s'appelle Elie Vignac. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son blog qui est particulièrement intéressant. Vous tapez Elie Vignac Noyade, il a un blog qui est très riche. Quelqu'un qui produit des résultats très intéressants. On mène des recherches donc depuis, il a commencé sa thèse il y a 4 ans, il la soutient au mois de juin prochain.
regardez ce qu'on a cherché à objectiver. Finalement, on parle beaucoup de surveillance. Les acteurs savent très bien que c'est une mission qui est empirique, qui est faite un petit peu, je vous dis, entre le meilleur et le pire. Mais finalement, si on veut objectiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a essayé de savoir. Donc, on a essayé vous allez voir, d'objectiver la mission, comprendre ce qui se passait dans les moments de surveillance. Donc, voilà ce qu'on a mis en place. On a mis en place une observation sur 108 piscines. Donc, ça s'est passé pendant l'été 2015. La Baule en a fait partie. Je vois le directeur de la Baule. La Baule en a fait partie et peut-être certaines piscines parmi vous. On est rentré dans les piscines de manière clandestine. C'est-à-dire que, rassurez-vous, on a payé notre entrée. Hein. On n'est pas rentré comme ça à la sauvage. On a payé notre entrée, ou alors on a pu observer facilement des gradins ou d'endroits qui étaient particulièrement visibles. Et on a jeté notre dévolu sur un individu. Alors, l'individu en lui-même, on s'en moque totalement. Il n'y a pas de problème. Et évidemment, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Et même, j'allais dire, à l'échelon d'un établissement, ça n'a aucun intérêt. Peut-être qu'on est tombé sur le meilleur ou le pire. Donc, une demi-heure sur un établissement, ça n'a aucun intérêt. Par contre, vous allez voir, ça présente un peu plus d'intérêt quand on le fait sur 108 piscines. Je précise, échantillon aléatoire, non représentatif. Moi, j'ai fait ça pendant mes vacances. J'ai fait ça parfois quand il faisait mauvais, sur la presqu'île guérandaise. Voilà. Donc, ça donne 2 chercheurs. Élie Vignac, lui, il est sur Caen. Il fait une thèse sur les noyades au sein de Caen-la-Mer. Et moi, j'ai fait Poitou-Charentes, sauf Poitiers, parce que j'étais grillé. Donc, c'est lui qui est venu faire Poitiers et moi qui ai fait Caen. Et on a donc observé un individu responsable d'une mission de surveillance pendant 30 minutes, à la James Bond, hein, pardon, mais un livre creusé, un chrono caché, une fiche d'évaluation, et on essaie de noter à la seconde presque ce que l'on voyait. Hein. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. On s'est appuyé sur le modèle qu'on appelle le modèle RID de Pia, Frank Pia, qui est un chercheur australien, je crois. Le modèle RID, c'est, Frank Pia dit, problème de reconnaissance. La noyade survient parce qu'on ne sait pas reconnaître les signes de la noyade. Il dit aussi qu'il y a des intrusions de tâches dans la mission de surveillance et il y a des distractions dans la mission de surveillance. Évidemment, sur la reconnaissance, c'était difficile, ce n'était pas le but du test. D'accord ? On pourrait en parler plus longuement, ça m'intéresse beaucoup. On a travaillé sur les 2 dimensions, intrusion et distraction. Donc voilà les résultats bruts, et je vais bien sûr les détailler tout de suite. Alors vous en penserez là aussi, hein, comme quand je prenais ces 2 dames à témoin, chacun va avoir une façon d'interpréter ces chiffres, de se dire bah, c'est normal, c'est pas normal, c'est très 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 anormal, ou ouais c'est presque normal, c'est presque acceptable. Bon. Surveillance non assurée, donc pas de surveillance du tout, 18% du temps. Je vais détailler. Surveillance partielle, on a appelé ça un mode dégradé, un mode altéré, d'accord, 33% du temps. Et une surveillance a priori constante, c'est-à-dire, alors vous allez voir en conclusion de ce chapitre, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas savoir ce que regardaient les gens, ce que les gens voyaient. Par contre, ils étaient, comme disent les Américains, on duty, ils étaient au boulot, ils étaient dans une situation a priori normale de surveillance. Bien évidemment, dans les 108 piscines, on a eu jusqu'à 100% de temps de non-surveillance, 100% de surveillance altérée et 100% de surveillance constante. On a eu là encore le meilleur et le pire. Alors, sur l'ensemble des moments dégradés, ça donne 493 périodes. D'accord ? Retenez ce chiffre parce qu'on va établir quelques pourcentages par rapport à ces 493. Sur 54 heures d'observation, 147 périodes, donc vous voyez à peu près 30%, ont été enregistrées pendant lesquelles le dispositif de surveillance était altéré de 3 minutes ou plus. Parce qu'il y a une notion qui est très intéressante quand même en matière de surveillance, c'est de se dire, si j'ai des suspensions de surveillance qui durent 10 secondes, mais qui se produisent souvent, finalement, est-ce que c'est plus acceptable qu'une seule période de surveillance qui serait longue ? Ben, on est parti sur cette notion de 3 minutes parce que vous savez que la littérature médicale dit qu'au-delà de 3 minutes, les chances de réanimation chutent de manière considérable. Merci monsieur d'acquiescer, ça, on est d'accord. Et ben, regardez, effectivement, on a eu dans 30% des cas des altérations, des dégradations, voire des absences de surveillance qui étaient au-delà de 3 minutes. Quels sont les motifs ? Donc, 4 grands motifs, intrusion, distraction, surveillance inadaptée ou absente, et absence pour raison inconnue. On a eu quelquefois, on n'a pas été capable de qualifier ces raisons. Les intrusions, alors,
Intrusion, donc on a une autre tâche. D'ailleurs, les juges relèvent, dans ma thèse, j'avais relevé ça, c'était très intéressant. Les juges relèvent la suspension d'une tâche légitime pour une autre tâche légitime. Par exemple, aller faire un soin, c'est légitime. D'accord ? Mais les juges vont dire, mais attendez, c'est bien, vous êtes allé faire un soin, mais c'était au système de prévoir effectivement que le soin était possible. Donc, quand en cas d'accident mortel, vous êtes allé faire un soin, vous avez laissé votre bassin sans surveillance, s'il y a suraccident, je l'appelle comme ça, eh bien, vous pouvez être attrapé par la patrouille et avoir des soucis. Le premier cas, c'est mise en place, prêt ou rangement de matériel. Ben oui, donner une ceinture, c'est une raison légitime. D'accord ? C'est une raison légitime qui se discute tout à fait. Enfin, qui se comprend tout à fait. Alors, par contre, il faut que je fasse attention au temps parce que j'ai tendance aussi à déborder. Faut que je fasse, la mise en place, on s'aperçoit que cette mise en place, elle a parfois lieu sur le temps de surveillance. C'est-à-dire que même si on n'a pas, ça on l'a plutôt sur les représentations, donc quand on fait parler les acteurs, on s'aperçoit qu'il y a un temps de mise en place de matériel, mais que ce temps, parfois, il y a de la souplesse, on reste au café, et donc on met le matériel après le 14h00. Même si on est arrivé à 13h45, bah parfois, on met un peu le matériel sur le 14h05, 10. D'accord ? Donc, vous voyez, on déborde. Effectivement, le temps qui serait consacré exclusivement à la surveillance, il est un petit peu altéré. Des conseils préventifs, bah, quoi de plus normal, mais je vous assure, pour l'avoir observé et chronométré, on a des conseils préventifs qui sont parfois très longs, qui dépassent 3 minutes. Des passations de brevets ou de tests, là encore. Tester, sélectionner des enfants pour dire s'ils sont nageurs ou non nageurs, c'est une tâche légitime, mais on se soustrait à la surveillance. Et puis, des leçons de natation. Alors attention, leçons de natation qui ne sont pas des... Alors, j'ai connu des vraies leçons. Là, en l'occurrence, c'était ce que j'appelle là des micro-leçons. Les micro-leçons, c'est... je trouve le gamin ou la petite manie que je connais depuis longtemps, qui est super gentil, etc. Je vais lui faire 3, 4, 5 minutes de cours. C'est gratuit. Mais c'est valorisant pour tout le monde. Je peux comprendre ça. Et pendant ce temps-là, on abandonne complètement sa mission. Les distractions. Alors, pardon, mais là on touche effectivement un sujet sensible. Discussion avec d'autres surveillants. Donc, 138 cas, c'est toujours sur 493. C'est-à-dire que ça représente à peu près 25% des cas de tous les cas. Discussion avec d'autres surveillants, 138 cas. Discussion avec d'autres personnels, 86 cas. Discussion avec des clients, 45 cas. Le téléphone. On trouve encore, j'ai vu des choses dramatiques, des jeunes de 18 ans, enfin 18, 19, 20 ans, seuls sur des bassins. On passe 10 minutes, 15 minutes à envoyer des SMS. C'est assez dramatique. Des jeux, la partie de foot le long du bassin chez les garçons, la partie de frisbee. Voilà. Le contexte qui perturbe, on s'aperçoit qu'une animation, une leçon de natation faite par un collègue, ben forcément c'est plus sympa que de rester dans sa monotonie, dans son aliénation, pardon, j'y mets des guillemets, mais dans l'aliénation de cette mission de surveillance. La lecture, et puis des besoins physiologiques, bien évidemment. Une surveillance inadaptée ou absente, position inadaptée, c'est des gens qui laissent une partie de bassin derrière eux. D'accord ? Je surveille bien, mais je laisse une partie de bassin. J'ai quelques mètres carrés avec, ah oui, très peu de personnes sans doute, mais sans surveillance. Déplacement, voire surveillance dans un local. Alors, effectivement, comme la mission est parfois difficile, comme c'est long et comme c'est parfois bruyant, eh bien, je me mets dans mon infirmerie. Alors, c'est une infirmerie ou un bureau, d'accord ? Et je surveille à 5, 10, 15 mètres du bassin. Ben, évidemment, la tentation, après, elle est forte. Je passe un coup de fil, j'écris, je regarde l'ordinateur. Bon. La surveillance coup d'œil. La surveillance coup d'œil, c'est très classique. C'est les deux chaises côte à côte. Je discute, je regarde mon bassin. Je regarde mon bassin. Je regarde mon bassin. Nous, on n'a pas qualifié ça comme non-surveillance. Ce n'est pas une absence de surveillance. C'est ce qu'on appelait, nous, une surveillance altérée. Surveillance non adaptée au contexte local. Alors, une personne pour plusieurs bassins et plus de 300 personnes. Je vous ai dit, je l'ai fait pendant l'été. Et on a eu, des très grosses fréquentations en période de forte chaleur. Les rotations de personnel, grand classique. Les rotations de personnel, à chaque fois qu'on va changer de poste, eh bien, ça va donner lieu à discussion. Parfois de quelques secondes, mais quelques secondes, c'est jamais 3 secondes. Ça n'existe pas, ça, des discussions de 3 secondes. C'est 10, 20, 25 secondes, ça c'est court. Et puis parfois, ça dure plusieurs minutes. Des raisons inconnues,
Donc 45 cas dans voilà, 9% des cas. Des choix de postes de surveillance peu pertinents, utilisation de chaises basses fréquentes et mal placées, éloignement des bassins. C'est des gens, par exemple, qui vont chercher soit se protéger de la pluie ou du soleil et qui vont donc reculer pour se mettre à l'abri d'un toit. Des chaises basses ou autres côte à côte. Là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a eu des travaux très intéressants de fait, notamment par Nicolas Lousseau sur Poitiers, sur la visualisation 3D des bassins, le fait que, par exemple, monsieur, je ne vois pas vos genoux parce qu'il y a des objets devant. D'accord voilà. Et dans les bassins, je ne veux pas forcément voir vos genoux, hein. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que dans les bassins, vous avez comme ça ce nombre d'obstacles qui font que, même en étant en surveillance effective, même en étant à fond, vous ne verrez pas une victime au fond de l'eau ou une victime en difficulté à la surface. Déplacement de sauveteurs. Alors, en fait, on s'aperçoit que les sauveteurs se déplacent très peu. Et justement, dans le cas que je viens d'évoquer, si je veux lever le doute et voir vos genoux, pardon, je fais le tour. Je vais me placer sur le côté et il y a de grandes chances que je puisse voir vos jambes. Voilà, c'est tout simple. C'est le même esprit. Monsieur ? Alors, ça dépend comment il libellait le poste. Et puis, moi, je pense que le poste, alors, ça serait une discussion ouverte, mais vous allez voir, on est en train de mener ce travail-là avec les piscines de Poitiers. Les piscines de Poitiers, par facilité, hein. On est à côté, donc la collaboration, elle est facile. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on veut prouver. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas encore tout à fait scientifique, mais je vous promets que ça peut le devenir, et ça le deviendra d'ailleurs, parce qu'on va faire le travail. Mais c'est ce qu'on appelle dans d'autres milieux la levée de doute. Je connais, ça fait partie de mes terrains de thèse, la piscine Jules Verne de Nantes. C'était peu après le fameux accident de cette petite fille. Moi, j'ai fait mon travail, donc j'ai fait mon enquête ici en 98. Je ne sais plus de mémoire quand est-ce qu'a eu lieu l'accident, cette petite fille qui était restée. Oui, 92 92, d'accord. L'équipe était encore sous le choc. Hein, la directrice des piscines, c'était une ancienne étudiante de Poitiers que j'avais rencontrée. J'avais rencontré le directeur, bien sûr. J'ai rencontré le chef de bassin. Je pense qu'ils ont quitté le milieu, mais qui était traumatisé par ce qui s'était passé, hein, qui était présent. Un chef de bassin qui était... Voilà. Bon. La levée de doute, elle est intéressante. On s'aperçoit qu'en restant sur une chaise fixe, d'ailleurs, mais là aussi, c'est une discussion que je ne peux pas avoir ce soir, mais sur les modèles étrangers, il faut varier les postes pour plusieurs aspects. Pour la vigilance, pour la qualité de la vigilance, il faut varier les positions et le poste de circulant fait partie de ces changements de position. On est assis, on est debout et on circule. Déjà, de faire varier ces trois postes-là, on va rompre la mission de la monotonie et donc favoriser la vigilance dans le temps. Donc, on a une absence de rotation dans 69% des cas de notre échantillon, hein, j'en conviens. Surveillance altérée essentiellement en période de faible et de moyenne affluence. Et alors, altération plus faible en forte fréquentation, ça paraît très logique. Et je ne m'explique pas beaucoup ce résultat. On a vu qu'aussi en très faible affluence, mais on a eu très peu de très faible affluence. Donc, est-ce que le résultat est significatif? Je ne sais pas. Les limites. Eh bien, évidemment, la grande limite, et ça, je vais vous expliquer comment on pourrait l'objectiver, c'est l'analyse qualitative des 49%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y avait 49% des personnes qui étaient, voilà, je regarde Madame Bignonneau, je vous regarde, etc. Mais finalement, qu'est-ce que je vois? Madame Bignonneau, elle perd connaissance, elle tombe à nos pieds, je ne la vois pas. Et pourtant, je suis là, je vous regarde. D'accord? Vous êtes d'accord que ça peut potentiellement arriver. Donc, que voit-il? Que peuvent-ils voir? Je ne vois pas votre genou qui fait un signe d'énervement, mais quand est-ce qu'il s'arrête? Non, je plaisante. Quel est leur niveau de vigilance? Quel est leur niveau de vigilance? Ça, je n'ai pas pu le vérifier. Et ça, pourtant, on peut l'objectiver. Un protocole, alors vous allez me trouver tordu, mais moi, je reste un scientifique d'abord, c'est des immersions de mannequins clandestines dans les piscines. Ça, Poitiers a accepté qu'on le mette en place, avec les équipes. Et bien sûr, pas de manière éducative. Pas pour dire, toi, t'es pas bien, c'est pas bien, t'as pas vu le mannequin. Non,
On est bien sur des protocoles clandestins, c'est-à-dire qu'on immerge un mannequin ou un apnéiste, pardon de le dire, mais sans que la personne ne soit prévenue, d'accord? On attend 3 minutes et on voit ce qui se passe. Et là, on aura effectivement, si on veut comprendre, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que la mission de surveillance, elle est complexe, qu'elle est plutôt, vous allez voir, ce sera la fin de ma présentation, mal gérée, d'accord? Finalement, on est dans un empirisme total, même si certains travaillent mieux que d'autres, hein, on est d'accord, je vise personne en disant ça. On peut chercher à comprendre. Conclusion provisoire, une réelle complexité, de nombreux facteurs perturbateurs, une efficacité difficile à étudier, une effectivité fortement remise en question, une réalité à vérifier pour chaque établissement. Ah ben oui, ce qui est intéressant finalement, c'est ce qui se passe chez vous. J'ai entendu parler, messieurs, vous êtes directeur d'établissement. Si vous avez envie de savoir, vous pouvez savoir. Si vous voulez savoir, vous pouvez savoir. Après, je ne m'adresse pas à vous deux, hein, excusez-moi, est-ce que vous avez envie de savoir? OK? Et oui, il y a bien sûr des compromis entre les acteurs. Et ça, c'est la sociologie des organisations qui nous apprend ça. C'est extrêmement intéressant. Les compromis entre acteurs, c'est aussi entre maîtres nageurs, chef de bassin, directeur, et voire parfois jusqu'aux élus. Hein, c'est acheter la paix sociale. Mais je comprends tout ça. Hein, voilà. De nombreux actes de progrès possibles, des limites certaines, une surveillance préventive et protectrice efficace. Alors, là, vous allez vous dire, il est en train de taper sur la tête des MNS. Ben, vous allez voir que, oui, l'acteur MNS, il est au cœur du dispositif. Donc forcément, à un moment, c'est lui qui va être le plus proche de la victime quand il y a victime. Mais vous allez voir que les coups de griffe, je les donne à tout le monde. C'est-à-dire que finalement, dans le système, tout le monde mérite, enfin tout le monde dysfonctionne. Tout le monde pourrait mieux faire. Donc quelles sont les causes profondes qui amènent à ces dysfonctionnements? Quel est l'intérêt d'une véritable démarche? Enfin, c'est l'intérêt d'une véritable démarche d'analyse des risques. Quels sont les risques d'une mauvaise surveillance? Le premier risque, c'est de ne pas voir une personne qui se met en danger. Et là, j'insiste, pour avoir étudié ces 80 cas de noyade mortelle, on a des personnes qui se mettent en danger avant d'être à la surface de l'eau, avant d'être dans l'eau, c'est-à-dire sur les plages. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, effectivement, quand on dit est-ce que vous avez analysé la notion de surveillance constante de la baignade? Donc, nos collègues de la Wallonie, donc la partie francophone belge, disent surveillance constante des bassins. C'est à quel moment est-ce qu'il y a une différence entre bassin et baignade? Pour le juge Bellache, à partir du moment où on a quitté passé le pédiluve, qu'on est en maillot de bain, qu'on se dirige vers le bassin, on est en situation de baignade, et je suis plutôt d'accord avec cette façon de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tout intérêt à s'intéresser à ce qui se passe, mais vous le savez bien, hein, mais ça veut dire que la surveillance doit s'exercer, bien sûr, en surface et au fond, ce qu'on a tendance parfois à oublier, mais aussi sur l'environnement immédiat des bassins, c'est-à-dire les quelques mètres qui séparent, j'allais dire, les murs et l'eau. D'accord? Donc, un individu se met ou parfois est mis en danger, un éducateur qui laisse seul un adulte handicapé, il le met en danger. D'accord? Un individu perd son autonomie en surface et un individu perd son autonomie à la surface ou au fond. Je fais une apnée, je fais une syncope, je reste au fond. Et puis, un individu reste immergé, inconscient pendant une durée trop longue, eh bien, je dois aussi être capable de m'apercevoir de ça.